Imaginez la scène. Donald Trump, en peignoir doré, debout dans le jardin sud de la Maison-Blanche, un cheeseburger dans une main et un sabre fiscal dans l'autre. Face à lui, une map-monde gonflable. Il pointe le Canada, découpe la Chine et enfonce la lame dans l'Union européenne, tout en criant « America First » et les autres à la caisse. C'est le moment choisi par Emmanuel Macron pour enfiler ses mocassins de président diplomate et grimper sur le ring. Pas pour une négociation feutrée. Non. Pour un duel à la douane. Version 2025. Version brutale. Et là, même Bruxelles a sursauté. Oui, Bruxelles. La ville qui considère qu'une pause café à 11h04 est un crime réglementaire. Bienvenue dans le plus étrange affrontement économique de notre époque. Macron contre Trump. L'Europe tétanisée. Et la Chine, qui prend des notes. Préparez-vous, on vous embarque dans une partie d'échecs tarifaires, où les pièces sont en fromage français, les pions américains en bourbon, et où la reine s'appelle Xi Jinping. Et si vous aimez ce genre de bal masqué géopolitique, où les alliances changent plus vite que les filtres Instagram de Justin Trudeau, restez jusqu'au bout. Sinon, attention, la prochaine taxe pourrait s'appliquer à votre opinion. Tout commence par un claquement de doigts. Pas ceux de Thanos. Non, ceux de Donald Trump. Moins de poussière, mais plus de douane. Nous sommes en 2025. Trump vient tout juste de réintégrer la Maison-Blanche pour un deuxième mandat qui ressemble à une saison 8 de série annulée puis ressuscitée par un public nostalgique et bruyant. Et pour marquer le coup, il ressort son arme fétiche, les tarifs douaniers. C'est simple, si vous êtes un pays ami, vous prenez 25% de taxes. Si vous êtes un adversaire stratégique, c'est 60%. Et si vous êtes l'Union européenne, vous êtes hors de propos, selon les mots exacts du président américain. Oui, hors de propos. L'UE, ce machin de 450 millions d'habitants, deuxième puissance économique mondiale, réduit à un bruit de fond dans la tête de Donald Trump. La stratégie est claire, faire peur, mettre la pression, et idéalement, faire plier tout le monde avec un seul tweet. Ou plutôt un post-trousse social en majuscule, accompagné d'un drapeau américain et d'un emoji fusée. Mais cette fois, Trump va un peu plus loin. Il ne se contente pas de menacer. Il cible. Il nomme. Il isole. Et l'endroit qu'il choisit pour balancer sa petite bombe tarifaire? Une réunion de l'UE sur la défense, à Bruxelles. C'est-à-dire, pendant que l'Europe discute de comment se protéger militairement de la Russie, Trump arrive avec ses bottes texanes et menace de lui faire la guerre économique. Imaginez, les dirigeants européens, en costume sombre, assis en cercle autour d'un PowerPoint sur la cybersécurité, quand soudain, un écran s'allume avec le visage orange de Trump qui annonce des droits de douane sur les voitures, les vins, les médicaments. Ambiance. Et là, c'est la panique. Pas dans le sens spectaculaire du terme, non. Une panique européenne, discrète, feutrée. Façon, nous sommes très préoccupés par la teneur des annonces américaines, mais nous allons évaluer la situation avec responsabilité. Traduction. Tout le monde serre les fesses, mais personne ne veut perdre la face. Sauf Emmanuel Macron. Car c'est là que la scène bascule. Et que notre président français entre en jeu. Pendant que les autres regardent leurs chaussures, Macron lève la tête. Il déclare que si les États-Unis imposent des droits de douane à l'UE, alors l'Europe devra répliquer. Et pas avec des déclarations molles ou des tweets passifs-agressifs. Non, avec des contre-mesures ciblées, concrètes, doublées d'un renforcement industriel et militaire. Ambitieux, audacieux, macronien, en somme. Et tout à coup, la pièce se réorganise autour de lui. Ce n'est plus une réunion de routine. C'est le premier round d'un bras de fer entre deux visions du monde. Celle de Trump, brutale et transactionnelle, et celle de Macron, stratégique et revancharde. Mais attention, Macron ne joue pas seulement pour l'Europe. Il joue aussi pour lui. Pour sa posture de leader global. Pour son héritage politique. Pour ne pas être le type qui s'est fait marcher dessus 2 fois par Donald Trump. Car souvenez-vous, en 2017, c'était Macron qui accueillait Trump sous la tour Eiffel, avec des homards et des violons. En 2018, c'était Macron qui plaidait devant le Congrès américain pour que les États-Unis réintègrent l'accord de Paris. Et en retour, des moqueries, des tweets venimeux, et même une blague sur la Seconde Guerre mondiale. Alors cette fois, le président français ne veut pas tendre l'autre joue. Il veut jouer l'offensive. Et cette offensive commence ici, en déclarant que l'Europe doit cesser d'être naïve, qu'elle doit se muscler, qu'elle doit, littéralement, s'assurer qu'elle est respectée. Respectée par qui? Par le plus gros client de ses exportations.
par le plus grand fournisseur de ses équipements militaires, par l'ami américain qui, tout à coup, ressemble davantage à un ex-possessif. Et pendant que Macron hausse la voix, Trump, lui, jubile. Car ce qu'il veut, au fond, c'est ça, provoquer une réaction. Forcer l'Europe à se crisper, à montrer ses divisions, à révéler son talon d'Achille, son incapacité à parler d'une seule voix. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que cette voix-là, en l'occurrence, était française. Et qu'elle portait. Que derrière elle, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, même les Pays-Bas, commencent à s'aligner. Lentement, mais sûrement. Alors oui, ce jour-là à Bruxelles, il ne s'est peut-être rien passé de spectaculaire à l'œil nu. Pas d'accord signé. Pas de tweet supprimé. Pas d'alarme nucléaire. Mais quelque chose a changé. Trump a tiré le premier. Macron a répondu. Et l'Europe, cette fois, n'a pas dit non. Elle a dit, on discute, mais on prépare le lance-flamme. Et ce simple frisson, c'est ça, le point de bascule. Le lendemain matin, l'un se réveille avec un mal de crâne diplomatique et une nouvelle question existentielle. Comment réagir face à Trump, sans perdre la face, ni l'accès au marché américain? Et c'est là que commence la comédie. Le théâtre européen. La valse des contradictions. Car pendant que Macron tape du poing sur la table, façon Louis XIV version Start-up Nation, les autres dirigeants font ce qu'ils font de mieux. Temporiser, pondérer, hésiter, et fuir les micros. On a Olaf Scholz, par exemple. L'homme qui parle moins que son attaché de presse. Il sort une phrase d'une tiédeur clinique, l'Union est suffisamment forte pour réagir, mais notre objectif reste la coopération. Traduction. On veut bien faire les gros yeux, mais pas trop fort. 1. On a des BMW à exporter. De son côté, le Premier ministre danois, Mette Frederiksen, tente le grand écart diplomatique, jamais de guerre entre alliés, sauf si Trump recommence ses conneries, la série post-collective. Oui, collective, comme dans On va organiser une réunion, et peut-être un PowerPoint. À ce moment-là, l'ambiance à Bruxelles, c'est une réunion de copropriétaires où tout le monde est d'accord pour ne pas être d'accord. Certains veulent négocier, d'autres veulent contre-attaquer, et le reste veut juste rentrer chez soi sans que CNN leur tombe dessus. Mais pendant que les grands discours s'enchaînent, dans les coulisses, il y en a un qui prépare la riposte avec un calme chirurgical. Marc Farache, ministre français de l'Industrie. Ce n'est pas une rockstar, Marc Farache. Ce n'est même pas un nom que vous avez entendu avant. Mais ce gars-là, c'est l'âme stratégique du plan Macron. Il propose une doctrine simple, frapper là où ça fait mal. Pas par orgueil. Par efficacité. Et c'est là que ça devient savoureux. Parce que Marc Farache ne parle pas en technocrate européen. Il parle en joueur d'échecs. Et il commence à dresser la liste des produits que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de voir taxés. Les semi-conducteurs, les pièces détachées aéronautiques, certains produits agricoles européens. Bref, tout ce qui rend les Américains dépendants sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça, c'est une nouveauté. Pendant des décennies, l'Europe faisait la gentille. Elle encaissait. Elle négociait. Elle espérait. Aujourd'hui, elle commence à faire des plans de bataille tarifaires. Et attention, on ne parle pas ici de punir les États-Unis pour le plaisir. Non. Il s'agit de rétablir l'équilibre. Une sorte de thérapie de couple, version WTO. Mais vous imaginez bien que dans cette tragédie européenne, chaque pays joue sa partition. Prenez le Luxembourg, par exemple. Son Premier ministre, Luc Fredenne, déclare « La réponse à une guerre commerciale, c'est d'autres tarifs. » Mais bon, les tarifs, c'est mal. Voilà. Ça, c'est l'Europe. On veut punir, mais pas trop. On veut protéger, sans fermer. On veut l'amour, mais avec un contrat de divorce prêt dans le tiroir. Et dans ce flou artistique, une vérité commence à s'imposer. Macron est seul à parler franchement. C'est lui qui dit que l'Europe doit augmenter ses dépenses de défense, ses investissements industriels, son autonomie stratégique. Lui qui veut réformer la Banque européenne d'investissement, relocaliser des pans entiers de l'industrie, et cesser d'être naïf face aux puissances étrangères. C'est-à-dire, pour résumer, c'est lui qui veut que l'Europe arrête de se comporter comme un client fidèle de l'Amérique, et commence à agir comme un concurrent sérieux. Et pendant ce temps, Trump observe tout ça depuis Washington, en mangeant un Big Mac. Et il sourit. Parce qu'il le sait, plus l'Europe parle d'unité, plus elle révèle ses failles. Plus Macron parle fort, plus les autres pays se méfient de ce leadership à la française. Mais Trump sait aussi autre chose. Cette fois, la menace est réelle. Car contrairement à 2018, Macron ne s'arrête pas à l'indignation. Il agit.
Il appelle à des alliances alternatives. Il intensifie ses relations avec la Chine. Il fait ce que personne n'ose faire, penser à un monde sans l'Amérique au centre. Et ça, pour Donald Trump, c'est inacceptable. Parce que son rêve, c'est un monde où l'Europe paye en silence, où le Canada dit merci, et où la Chine se contente de produire. Mais ce monde-là, il est en train de changer. Et c'est peut-être ça, le vrai paradoxe de cette affaire. Trump, en voulant affaiblir l'Europe par ses tarifs, est peut-être en train de réveiller un monstre. Un monstre bureaucratique, lent, bavard, mais qui commence, enfin, à comprendre qu'il peut mordre. Alors avant de continuer, petite parenthèse. Si vous aussi vous pensez qu'un croissant vaut mieux qu'un tarif sur les moteurs d'avion, laissez un commentaire. Et si vous avez déjà tenté d'expliquer à votre grand-père ce qu'est un droit de douane, abonnez-vous, on a tous souffert. Mais revenons à nos douanes. La vraie question, maintenant, ce n'est plus seulement « que va faire Trump ?» C'est « jusqu'où Macron est-il prêt à aller ?» et surtout, avec qui? Jusqu'ici, tout semblait à peu près logique. Un Trump protectionniste qui menace, un Macron européen qui résiste, des Allemands qui tergiversent et des Danois qui font des phrases trop longues pour dire qu'ils ne feront rien. Mais soudain, la scène bascule. Car pendant que l'Amérique s'agite à coups de surtaxes, pendant que l'UE palabre sur les principes de solidarité tarifaire, Emmanuel Macron s'envole. Littéralement. Direction, Pékin. Et là, dans un virage digne d'un épisode de Black Mirror version géopolitique, le président français, figure centrale de l'Union européenne, artisan du Made in Europe, chantre de la souveraineté économique, décide de renforcer ses liens avec la Chine. Oui, la Chine. Le rival stratégique de Washington. L'ennemi préféré des républicains. Le cauchemar des stratèges du Pentagone. Et désormais, le plan B de l'Élysée. Alors, soyons clairs, Macron ne débarque pas en Chine avec des baguettes et un fusil à selfie. Il vient signer des contrats. Parler nucléaire civil, tourisme, agriculture, finances vertes. Un détail? Non. Un tremblement de terre. Parce qu'en 2023, puis en 2024, la France a tranquillement multiplié les accords avec Pékin. 18 en 2 jours. Pas mal pour une diplomatie censée être atlantiste. Mais ce qui rend la scène encore plus absurde, c'est le contexte. On est en pleine escalade tarifaire avec les États-Unis. Trump menace, l'UE panique, et Macron serre la main de Xi Jinping. Les caméras tournent. Les sourires sont crispés mais réels. Et pendant que les Américains agitent le drapeau des valeurs occidentales, la France, elle, enfile les gants de soie pour négocier avec une puissance autoritaire. Et là, il faut être honnête, c'est un retournement géopolitique à faire pâlir un prof d'histoire. Car souvenez-vous, pendant des décennies, l'alliance transatlantique, c'était sacré. L'OTAN, le libre-échange, les bases militaires communes. Et la Chine? C'était la menace diffuse, le rival systémique, le pays qu'on tolérait pour nos iPhones mais qu'on surveillait du coin de l'œil. Et aujourd'hui, la Chine devient un partenaire stratégique pour la France. Mieux, un levier face aux États-Unis. Une carte à jouer contre les surtaxes, contre les humiliations, contre la logique du chantage. Et tout à coup, c'est le monde à l'envers. Trump, ancien défenseur du capitalisme pur et dur, se transforme en artisan du protectionnisme. Il taxe, il ferme, il isole. Il dénonce l'OMC, les accords multilatéraux, les règles. Et en face, Macron, ancien banquier pro-marché, se fait le chantre d'une mondialisation choisie, négociée et réorientée vers Pékin. C'est comme si les rôles s'étaient inversés pendant qu'on avait le dos tourné. L'Amérique se bunkerise. L'Europe cherche de nouveaux amis. Et la Chine, patiemment, avance ses pions. Mais le plus fou, c'est que ce réalignement ne choque plus grand monde. Même en France, on s'habitue. On lit dans la presse que le commerce bilatéral avec la Chine a atteint 78,9 milliards de dollars en 2023. Que la Chine est devenue le premier partenaire de la France hors IE. Et personne ne crie au scandale. Pourquoi? Parce que les chiffres parlent. Parce que la dépendance est déjà là. Et parce qu'au fond, entre un Trump imprévisible et un Xi Jinping méthodique, certains préfèrent la stabilité autoritaire à la volatilité démocratique. Et c'est là que l'ironie atteint son sommet. Macron, qui ne cesse de vanter l'indépendance stratégique de l'Europe, en arrive à renforcer une autre dépendance. Moins visible, moins bruyante, mais tout aussi réelle. La Chine devient un fournisseur de confiance, un débouché commercial, un relais d'influence. Et dans ce jeu, la France ne fait pas que coopérer. Elle investit. Elle s'aligne. Elle s'installe. Alors,
Est-ce un plan machiavélique pour faire pression sur Trump? Un signal envoyé à Washington pour dire « on peut se passer de vous » Ou est-ce simplement du pragmatisme brut, façon Macron, puisque les Américains nous taxent, allons là où on ne nous taxe pas? Peut-être un peu des deux. Mais dans tous les cas, le résultat est là, le monde qu'on croyait connaître n'existe plus. Et au centre de ce grand désordre, une certitude. Trump a peut-être déclenché une réaction en chaîne qu'il ne contrôle plus. Car en voulant punir l'Europe, il a poussé dans les bras d'un autre géant. Et dans ce triangle explosif Washington, Bruxelles, Pékin, le président français s'est installé comme l'équilibriste de l'année. Mais attention, jouer sur deux tableaux, c'est risqué. Et dans cette nouvelle partie d'échec mondial, chaque faux pas peut coûter cher. Jusqu'ici, on a parlé douane, clash transatlantique, flirt diplomatique avec la Chine. Mais au fond, que révèle vraiment cette séquence? Une simple bataille commerciale? Une vengeance de Donald Trump contre l'Europe? Une crise de nerfs entre puissances capricieuses? Non. Ce qui se joue ici est bien plus profond. C'est la lente, douloureuse et irrésistible mutation de l'ordre mondial. Car ce que la guerre tarifaire Trump-Macron met en lumière, c'est une chose simple, l'ère du confort stratégique est terminée. Pendant des décennies, les Européens ont vécu sous une illusion douillette. L'Amérique était là, fidèle au poste. Elle protégeait militairement. Elle ouvrait son marché. Elle imposait des règles de jeu. Et en échange, l'Europe acceptait de jouer les seconds rôles, avec ses PME dynamiques, son vin bio et ses normes sanitaires incompréhensibles. Mais tout ça, c'était avant. Avant Trump. Avant le Covid. Avant l'Ukraine. Avant que le monde ne redevienne brutal, imprévisible, compétitif. Et ce que Macron semble avoir compris avant beaucoup d'autres, c'est que l'Europe ne survivra pas si elle continue à jouer les végétariens dans un monde de carnivores. D'où son obsession pour l'autonomie stratégique. D'où son discours sur l'augmentation des dépenses de défense, sur la relocalisation industrielle, sur la souveraineté technologique. Ce ne sont pas des lubies de président en quête de stature. Ce sont les symptômes d'un basculement global. Car derrière les menaces tarifaires américaines, il y a un message « Vous n'êtes plus nos alliés, vous êtes nos concurrents ». Et derrière les accords signés avec la Chine, il y a un autre message, tout aussi glaçant. Nous préférons un partenaire stable, même autoritaire, à un allié imprévisible. Et dans ce contexte, la France joue un jeu dangereux mais peut-être nécessaire. Elle tente de se repositionner comme puissance pivot, entre Est et Ouest. Entre Washington et Pékin. Entre les vieilles alliances et les nouvelles réalités. Alors oui, c'est risqué. Oui, ça peut échouer. Oui, ça choque certains diplomates, qui préféreraient une Europe sage, rangée, polie, bien dans sa case d'alliés fidèles. Mais cette époque est révolue. Car ce que cette guerre commerciale révèle, c'est que le commerce, aujourd'hui, n'est plus une simple affaire de taxes ou de vin californien. C'est une arme. Un outil de pression. Un levier géopolitique. Et la France, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, décide de jouer à ce jeu. Pas en se soumettant, mais en misant sur sa capacité à rebattre les cartes. Et cette stratégie, aussi étrange soit-elle, commence à porter ses fruits. L'Europe, longtemps anesthésiée par la peur de déplaire à Washington, commence à parler de défense commune, de budget commun, de diplomatie énergétique. Même si tout le monde ne suit pas encore Macron dans sa passion pour Pékin, les lignes bougent. Et Trump, paradoxalement, y est pour beaucoup. Parce que chaque surtaxe américaine, chaque provocation, chaque tweet belliqueux renforce l'idée que l'Europe doit s'émanciper. Se blinder. Réagir. Et là, on touche à un point crucial. Cette guerre tarifaire, c'est un test. Une répétition générale. Une démonstration grandeur nature de ce que pourrait devenir le monde si l'Amérique continue à jouer solo, et si l'Europe continue à improviser. Alors que fait la France? Elle construit un plan B. Un réseau alternatif. Une vision post-américaine. Pas pour rompre. Pas pour trahir. Mais pour ne plus être dépendante. Et ça, Trump ne l'avait pas vu venir. Ou pire, il l'avait vu venir, et il s'en fiche. Parce que dans son esprit, l'Europe doit rester petite. Dépendante. Divisée. Mais ce que Macron tente de montrer, c'est qu'elle peut être autre chose. Et si la France y parvient, alors la crise tarifaire n'aura pas été une simple guerre de chiffres, mais le début d'une nouvelle ère. Alors, comment tout cela va-t-il finir? Est-ce que Trump va maintenir ses tarifs jusqu'à ce que l'UE renonce à ses fromages qui sentent trop fort? Est-ce que Macron va vraiment faire de la Chine son nouveau meilleur ami, en espérant qu'elle oublie ses désaccords sur les droits humains entre deux caisses de Bordeaux? Ou est-ce que tout ce petit monde va se retrouver autour d'un plateau de crevettes diplomatiques,
à Davos, pour signer un accord qu'aucun électeur ne comprendra vraiment? On l'ignore. Mais une chose est certaine, si le président des États-Unis traite ses alliés comme des adversaires, alors ces adversaires n'ont même plus besoin de lever le petit doigt. Et peut-être qu'un jour, on racontera cette crise tarifaire comme le moment où la France a décidé de troquer l'oncle Sam contre le tigre de papier. Mais entre nous, ce serait pas un peu ironique que le grand champion du patriotisme économique américain soit celui qui pousse l'Europe dans les bras de la Chine? Comme quoi, à force de vouloir taxer le monde entier, on finit peut-être par se retrouver seul à la caisse. Et vous, vous en pensez quoi? La France a-t-elle raison de réagir frontalement à Trump? Ou joue-t-elle avec un feu rouge, à drapeau étoilé? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous pensez qu'un monde où Macron se met à citer Confucius pour répondre à Trump mérite d'être suivi, alors abonnez-vous. Sinon, la prochaine fois, c'est Jean Charest qui négociera nos tarifs douaniers. Et là, vraiment, c'est la fin du monde.